Bonjour mesdames, bonjour messieurs les élus. Ravi d'être avec vous. Merci à MSA Grand Sud, à sa présidente, les vice-présidentes, le directeur général. Je suis Franck Drouin, du cabinet Diagonal, et je suis en charge de l'animation de cette table ronde ô combien importante avec des personnalités qui nous font le plaisir d'être avec nous. Alors, donc, nous sommes ensemble pendant 1h30. Avec deux parties. Une première partie, nous aurons le plaisir d'entendre des personnalités nous évoquer la question de l'isolement des personnes fragiles en milieu rural, qui est le thème central de cet échange. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous, alors, monsieur le sénateur Jean Sol, sénateur des Pyrénées-Orientales, dont je reparlerai du parcours tout à l'heure un petit peu, puisque en plus il a la grande qualité de bien connaître le système de santé de l'intérieur. Nous commencerons d'ailleurs avec M. Jérôme Gage, qui est à distance, puisque c'est un exercice jamais facile hein, entre le distanciel et le présentiel. Jérôme Gage qui commencera par nous faire état du rapport qu'il a remis au président de la République Emmanuel Macron en 2020, en juillet 2020 dernier, après une commande qui avait été passée en mars 2020. Madame la vice-présidente Chloé Danillon, que nous remercions vivement parce que pour une contrainte de dernière minute, Madame la présidente du conseil départemental de l'Aude n'a pu se rendre avec nous, donc Hélène Sandranier, donc Chloé Danillon, vice-présidente en charge de l'autonomie. Donc je crois que nous avons cette grande chance qu'elle ait pu se libérer et je prie de l'excuser par avance. Elle sera obligée de nous quitter parce que la campagne électorale est en plein rush et Chloé Danillon est une jeune élue. D'ailleurs, je crois que vous avez été une des plus jeunes élues en France hein, de votre parti investi il y a quelques années, il y a 6 ans. Donc merci encore d'avoir pu mobiliser. Nous avons et sur le plateau également Yves Barbe, directeur général de Sauvi, premier employeur non public du département des Pyrénées-Orientales. Et puis John Billard, secrétaire général de l'Association des maires ruraux et maire du Favril, qui est une petite commune en Eure-et-Loire. J'espère que nous pourrons avoir John, parce qu'il est dans un train qui a beaucoup de retard. Mais je crois que de toute façon, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Voilà, donc désolé si John ne peut se connecter parmi nous, mais il saura dire un petit mot ultérieurement. Voilà. Alors, Monsieur Gage, je vais vous donner la parole, mais avant, je vais reprendre les éléments d'un sondage qui a été fait auprès des élus de la MSA pour voir à qui vous vous adressez, avec qui vous dialoguez. Hein, et vous avez aujourd'hui plus d'une centaine d'élus de la Mutualité sociale agricole Grand Sud qui sont connectés. Et donc, ils ont été interrogés, il y a de cela à peu près 2 mois, sur leur perception de cette question de l'isolement des personnes fragiles en milieu rural, comment ils considéraient cette question, comment ils envisageaient de la traiter. Et c'est très intéressant puisque nous avons eu plus de 30% de répondants, ce qui est bien sur un sondage en ligne en plus. Hein, puis vous savez que c'est jamais aisé de répondre à des sondages en ligne. Donc merci beaucoup et bravo à tous les élus de la MSA. 78% d'entre vous, ça c'est quelques extraits de ce sondage, hein, de cette enquête qui n'est plus là, 78% d'entre vous considèrent que le sujet de l'isolement des personnes fragiles au milieu rural est très important. Hein, pas important seulement, très important. En rajoutant 20 points à peu près pour dire que c'est important. Donc tout le monde est très sensible. Et les points qui vous semblent importants, vous, élus de la MSA, dans les actions à approfondir, à lancer, c'est le dialogue entre vous, pour plus en parler entre vous, et ça, on le sait qu'aujourd'hui, la question du dialogue est essentielle. En parler plus avec les élus locaux, et là, cet échange d'aujourd'hui procède de cette logique avec des élus départementaux, sénatoriaux. Et puis, de renforcer aussi des actions concrètes. Alors, vous êtes déjà, MSA, très engagé sur les maisons France Service, et vous avez dit, peut-être qu'avec les maisons France Service, et peut-être que Jérôme Gage, on vous interrogera là-dessus, hein, il y a peut-être quelque chose à faire davantage, et puis des choses très concrètes, parce qu'on est aujourd'hui dans le concret, je tenais à donner la tonalité de cet échange. Les débats technocratiques, ils sont restés ailleurs. Là, on est dans le concret, avec des élus de terrain, j'ai eu l'occasion de préparer avec vous. Vous êtes dans le détail, dans le concret, donc merci beaucoup.
Voilà, donc Jérôme Guedj, alors quelques mots sur vous. Vous avez un parcours tout à fait impressionnant, hein. Vous avez été député de la 6e circonscription de l'Essonne, hein, en 2012. Vous êtes toujours conseiller départemental. Vous êtes depuis très longtemps investi sur les questions des seniors, hein. Vous avez même écrit un livre, hein. Vous avez écrit un livre il y a quelques années sur les vieux. Alors c'est le terme, vous avez dans votre titre parlé des vieux, hein, voilà. Et vous avez été mandaté par le président de la République pour publier une étude qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup d'impact en France sur la question de l'isolement des personnes âgées. Et je précise que nous ne sommes pas uniquement dans ce débat sur les personnes âgées, mais les personnes fragiles, hein, et le handicap fait partie des fragilités aussi. Il y a plein d'autres sources de fragilité. Donc les personnes âgées, et vous aviez mobilisé, je crois, hein, Monsieur Guedj, plus de 30 experts à cette occasion pour rédiger ce rapport. Ce n'est pas un truc qui a été fait dans votre beau bureau, d'ailleurs, avec tous ces livres derrière, mais ça a été fait dans un travail de terrain avec beaucoup d'élus. Voilà, je vous laisse la parole pendant une dizaine de minutes, Monsieur Guedj. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je salue toutes les équipes de la MSA et Chloé Danillon et Monsieur le Sénateur. Je vais être en style très télégraphique pour pouvoir alimenter le débat. D'abord, ce qui s'est passé l'année dernière avec le confinement a eu le mérite, il faut quand même en trouver un à cette situation dramatique qu'on a vécue, de rendre incontournable une problématique que beaucoup d'acteurs de terrain, tous ceux qui sont autour de la table, avaient dans leur pratique quotidienne, qu'on soit dans un département, moi j'ai été président du Conseil général de l'Essonne, cette question-là, elle n'était pas suffisamment sur l'agenda politique. C'est-à-dire que dans les politiques globales, la question de la solitude, la question de l'isolement était toujours une sorte de supplément d'âme, mais pas entendu comme un sujet de politique publique devant mobiliser tous les acteurs, collectivités locales, organismes de sécurité sociale, associations, etc. Donc, il y avait plein de choses qui se faisaient. Il y avait des acteurs qui interpellaient, je pense notamment aux petits frères des pauvres qui, depuis plusieurs années, chaque année, interpellaient sur cette question de l'isolement, avec des chiffres hein, qui sont assez tonitruants. On estime que 2 millions, là je parle des personnes âgées, sont dans des situations d'isolement social, c'est-à-dire que leurs relations avec leur cercle de proximité sont faibles. Hein. Il y a les 4 cercles de proximité, la famille, le voisinage, la vie associative, et à même un chiffre encore plus parlant, de 300 000. Attendez, je vous ai perdu, vous m'entendez encore? Hop, hop, hop. Nous vous entendons. Ah pardon, parce que je vous ai plus à l'écran, alors je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de remettre, c'est frustrant de ne pas vous voir. Faut que je trouve la petite application. La voilà, pardon, excusez-moi. Un chiffre qui interpelle, c'est ce chiffre de 300 000 personnes en situation de mort sociale, c'est-à-dire vraiment sans aucun contact relationnel et dans des situations de très grande fragilité. Donc, premier mérite, le confinement, parce que tout le monde a vécu dans sa chair des situations d'isolement, a contribué à cette prise de conscience. Et c'est la raison pour laquelle donc le président et Olivier Véran m'avaient demandé, alors là on travaillait en temps réel pendant la crise sur les situations d'isolement accentuées ou créées du fait du confinement, mais immédiatement avec cette question qui était de dire comment est-ce que ça devient aujourd'hui un élément pérenne des politiques d'accompagnement des fragilités, notamment à destination des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire de celles qui sont en fragilité. Je veux aller droit au but sur la problématique particulière du milieu rural, avec un paradoxe, c'est que c'est souvent en milieu rural que ces situations d'isolement, parce que des solidarités de proximité, parce que la connaissance des situations personnelles est peut-être plus forte. Et je pense notamment, je sais qu'il y a l'association des maires ruraux pendant la crise. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'association des maires ruraux et on a eu des élus locaux qui ont été vraiment très agiles, très inventifs, des maires, des élus qui se déplaçaient au domicile des personnes âgées, qui allaient faire les courses, qui mobilisaient les quelques services qui existent dans les villes. Donc le paradoxe, c'est que souvent les situations d'isolement sont plus dramatiques en milieu urbain
du fait d'une forme d'anonymat plus global, d'âpreté des relations. Et donc, tout ça, ça a remis l'humain au cœur, mais on ne peut pas se contenter de solutions qui sont, je dirais, personno-dépendantes, un petit peu bricolées. Ça veut dire qu'il faut structurer ces politiques de lutte contre l'isolement, d'abord en faisant une responsabilité de ceux qui sont au contact de ces personnes. Le premier message, c'est que toutes les entités, qu'il s'agisse d'un conseil départemental, qu'il s'agisse des maires, des CCAS quand ils existent, des CIAS quand ils sont présents, doivent aujourd'hui identifier que c'est un enjeu dans la prévention de la perte d'autonomie. Dans le premier message, il faut d'abord repérer ces fragilités, c'est-à-dire aller au-devant de personnes qui ne sont pas dans qui sont pas forcément en contact. Et donc, c'est toute la logique du aller vers. Comment on mobilise le tissu des élus, le tissu associatif, quand il existe, avec une disponibilité de bénévoles associatifs à la Croix-Rouge. J'ai parlé des Petits Frères des Pauvres. Il y a le réseau qui s'appelle Mona Lisa, qui est une coalition d'acteurs associatifs. Les organismes de sécurité sociale. Et je trouve vraiment formidable que la MSA s'empare du sujet. En ce moment, je travaille avec des élèves directeurs de l'EN3S, donc l'école qui forme les directeurs de la sécurité sociale, sur le sujet de la lutte contre l'isolement et la manière dont les organismes de sécurité sociale peuvent s'en emparer. Et j'étais la semaine dernière avec Magali Rascle, qui est donc la directrice des politiques sociales à la MSA au siège, et on échangeait justement sur la manière dont les organismes de sécurité sociale, et singulièrement la MSA, du fait de son maillage territorial, du fait de la connaissance des situations individuelles des personnes, peuvent contribuer à ce repérage des fragilités. C'est-à-dire être capable, à partir des données dont on dispose, parce qu'on verse des prestations, parce qu'on a une politique d'action sociale, de pouvoir, et c'est là toute la difficulté sur laquelle il faut qu'on échange, chacun est dépositaire d'une parcelle d'information. Le département, acteur éminent parce qu'il verse des prestations, je pense notamment à l'allocation personnalisée pour l'autonomie, l'APA, ou la prestation de compensation du handicap, il a connaissance des situations très concrètes, puisqu'il élabore un plan d'aide, et il est vraiment en première ligne dans les politiques sociales à destination des personnes fragiles. Donc lui, il est dépositaire d'une parcelle d'information, mais les élus locaux, ils sont dépositaires d'une autre parcelle d'information parce qu'ils sont des ensembliers sur le territoire. Ils savent les difficultés d'accès au commerce, ils savent s'il y a des problèmes de désertification médicale, d'accès aux soins, ils connaissent les problèmes de transport. Moi, j'avais été très frappé par un chiffre que je vous relivre ici, parce qu'il concerne singulièrement le monde rural. On a aujourd'hui en France, à l'échelle nationale, 15% des personnes de plus de 75 ans qui vivent dans une ville où il n'y a pas de commerce de proximité. Et ce chiffre monte, je prends le département de l'Aube, pas de l'Aube, pas de l'Aude où vous êtes, mais dans le département de l'Aube, c'est 40% des plus de 75 ans qui vivent dans une ville dans laquelle il n'y a pas de commerce de proximité. Ce qui veut dire que se pose la question de l'accès à des biens absolument indispensables. Comment je fais les courses, comment j'ai accès au commerce de proximité. Et là, les maires, ils ont cette connaissance fine, et enfin les organismes de sécurité sociale par les prestations qui sont amenés à verser. Donc, faire de la lutte contre l'isolement un élément identitaire des actions des uns et des autres. Alors, quel levier? Et je veux aller citer quelques exemples. D'abord, dans ce repérage des fragilités, ça suppose de se parler. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça suppose de partager les informations. Et c'est toute la difficulté, le vieillissement et aussi l'isolement, et les fragilités sont des phénomènes territoriaux. Je suis fragile ou je suis isolé à l'endroit où je vis. Et donc, ça suppose que dans mon écosystème autour de moi, il y ait les gens qui se parlent. Moi, la proposition que j'ai faite très fortement, c'est de considérer que les maires, pour les raisons que j'ai évoquées, doivent jouer ce rôle d'ensemblier. La difficulté, c'est qu'en milieu rural, il n'a pas les mêmes services, il n'y a pas des CCAS partout en milieu rural, donc il faut développer des instances soit des CIAS, soit, et c'est souvent le cas en s'appuyant sur le rôle éminent des services sociaux des départements, qui doivent intégrer cette dimension dans leur mission. Et donc, se parler, moi j'avais proposé la création, j'avais appelé ça VISA, des coopérations locales de veille sur l'isolement social des âgés, c'est-à-dire un endroit où tous ceux qui sont dépositaires de cette parcelle d'information partagent
pour qu'on puisse aller vers ces personnes-là et leur proposer un certain nombre de services qui peuvent être portés soit par un opérateur de sécurité sociale, soit par les services de la ville eux-mêmes, soit par les services du département, soit par le tissu associatif qu'on doit mobiliser. Et je le redis, on a vu une très grande disponibilité du monde bénévole, notamment, et c'est pour ça que les choses se sont moins mal passées qu'on pouvait le craindre au moment du confinement. Deuxième axe qui pour moi est extrêmement important, au-delà de ces enjeux de repérage des fragilités, de partage des informations, qui suppose parfois aussi des partages de fichiers, qui est une situation compliquée, et je dis devant le monsieur le sénateur, parce que c'est un point, par exemple, sur une des propositions que j'ai faites l'année dernière, sur lequel ça n'a pas du tout avancé. Les départements disposent, par exemple, des bénéficiaires de l'APA, puisqu'ils versent la prestation, mais ils n'ont pas le droit de communiquer cette liste aux collectivités locales. Or, vous savez, les mairies, pour les plus grandes d'entre elles, alors ça ne touche pas beaucoup de communes en milieu rural, mais depuis la canicule de 2003-2004, ont l'obligation de tenir ce qu'on appelle un registre canicule, dans lequel les personnes se déclarent elles-mêmes comme fragiles ou vulnérables et acceptent qu'on vienne au-devant d'elles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un cadre législatif, où y compris les organismes de sécurité sociale ne peuvent pas partager ces informations, je pense que ce serait utile qu'on rende possible cela. Ça, c'est sur l'aspect repérage des fragilités, coordination des acteurs locaux, notamment autour de la figure des élus locaux, départementaux ou municipaux pour le faire. Et puis, pour prévenir l'isolement, et c'est peut-être là la chose la plus importante, il faut diversifier des solutions qui sont proposées. Un des facteurs de l'isolement, c'est l'endroit où je vis. Je vis seul à un endroit éloignés, parfois du centre-bourg, parfois des services dont on peut avoir besoin. Et sans imposer à qui que ce soit, il faut développer des formes nouvelles d'habitat regroupé. C'est-à-dire que entre le domicile où je vis depuis longtemps, où l'isolement va s'accentuer typiquement au moment du veuvage pour une femme, parce que l'espérance de vie étant ce qu'elle est, c'est souvent des femmes seules qui sont isolées. Je n'ai pas envie d'aller en EHPAD, et d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'aller en EHPAD, ma situation physique ou psychique ne le nécessite pas, mais je n'ai pas de solution d'habitat convivial, regroupé, de petite taille, et je crois que ça, c'est un des enjeux très fort pour les années à venir, c'est d'inventer des solutions, et je le dis devant la MSA parce que vous avez été pionnier d'une certaine manière, notamment avec les MARPA, qui constituent un des outils agiles, 24 à 30 personnes, ancrés dans le territoire, en lien avec les acteurs locaux. On ne va pas imposer ou proposer ça à tout le monde, mais accentuer et intensifier ces habitats qui portent un terme très technocratique d'habitat inclusif, mais qui correspondent à une demande des populations, je pense que c'est important. Même chose pour le développement des colocations pour personnes âgées ou de l'accueil familial, qui sont des solutions qui permettent de diversifier les modes d'accueil et qui surtout, et ça me paraît important, là où s'installe ce genre d'antenne, on a donc du coup un acteur qui peut aussi intéresser les personnes âgées qui continuent à vivre chez elles, mais là où une MARPA existe, là où une colocation personnes âgées existe, là où une petite résidence intergénérationnelle existe, là où une pension de famille existe, elle devient l'endroit qui peut organiser des activités et faire du lien social, pas uniquement pour les gens qui sont accueillis dans le lieu, mais aussi à destination des personnes âgées qui vivent à proximité. Alors tout ça suppose... Tout ça, et je vais terminer par là, ça suppose une impulsion nationale. Je le dis là aussi devant le législateur. Pour l'instant, dans notre pays, il n'y a pas de financement pérenne des politiques de prévention de la perte d'autonomie qui inclut suffisamment les enjeux de lutte contre l'isolement. La CNSA, qui est un acteur éminent, mobilise autour de 20 à 30 millions d'euros par an sur les actions de lien social, de solidarité et de lutte contre l'isolement. Au moment où on réfléchit à la création d'un 5e risque, notamment pour la perte d'autonomie, mais aussi à destination des personnes en situation de handicap, il faut inclure d'emblée un renforcement de ces moyens, les confier notamment aux départements à travers les conférences des financeurs, parce que eux, ils ont la connaissance en partenariat avec les organismes de sécurité sociale et souvent ceux-ci siègent dans les conférences des financeurs. Bref, on n'aura pas
la lutte contre l'isolement, la prévention de la perte d'autonomie, ça ne peut pas être la personne elle-même qui prend en charge ça. Ça doit être une mission de service public et qui s'appuie très fortement sur les acteurs de terrain. Je termine par un mot que je n'ai pas évoqué parce que ça a été aussi un peu un fantasme à ce moment-là. On s'est dit le numérique peut être très utile pour lutter contre l'isolement. Alors oui, le numérique permet, on l'a vu avec le confinement, dans certaines situations, au moins de compenser les situations d'isolement avec des vidéos, avec des boucles WhatsApp, etc. Mais bon, il ne faut pas non plus se leurrer. On s'adresse à des publics qui sont parfois concernés par la fracture numérique. On s'adresse en milieu rural avec des territoires qui parfois ne sont pas couverts tout simplement par des réseaux suffisants pour avoir ça. Moi, j'avais même proposé qu'on fasse une carte des zones blanches, notamment pour ceux des EHPAD qui sont dans des zones blanches. Donc, le numérique, un outil complémentaire, mais il ne faut pas se leurrer. Rien ne remplacera le travail des professionnels, des organismes de sécurité sociale, des associations et des collectivités locales qui sont en première ligne pour ce qui devrait être, et on parle à nouveau d'une loi sur le grand âge ou génération solidaire, qui doit intégrer d'emblée cette question de la lutte contre l'isolement comme une priorité des politiques publiques. Voilà quelques orientations en vous remerciant. Merci beaucoup Jérôme Guedj. D'autant plus merci que votre rapport était très dense de choses concrètes, plus de 30 propositions très concrètes. Et vous avez su en tirer la quintessence et bien vous insérer dans le champ. Et merci de souligner le rôle de la MSA historique sur tous ces sujets. Nous sommes rejoints par Pascal Comoré, président de la Caisse centrale de la MSA. À un moment où vous en parliez, je crois qu'il appréciera. Madame la vice-présidente Chloé Danillon, je vous laisse la parole. Sénateur Jean Sol, compte tenu de vos contraintes, accepte fort aimablement que vous puissiez intervenir avant, même si le protocole aurait pu... voilà, donc merci monsieur le sénateur Jean Sol. Chloé Danillon, vice-présidente en charge de l'autonomie du conseil départemental de l'Aude. Une des plus jeunes élues de votre parti, très dynamique, très engagée. On a parlé à nombreuses reprises du département. On a parlé des CCIS, des conférences des financeurs. Voilà, donc, et pour avoir échangé avec vos services à une époque, vous êtes très dynamique, notamment sur les échanges entre les différents partenaires. Vos réactions par rapport à ces recommandations, par rapport à ces premières pistes évoquées et présentées à notre président de la République. Madame Danillon. Bonjour à tous, merci pour l'invitation du département à cette table ronde et merci de me laisser la parole. C'est vrai que la question de l'autonomie au niveau du département, c'est le deuxième plus gros budget du département. On est sur 124 millions d'euros à peu près chaque année. Donc on est vraiment au cœur de notre action, que ce soit sur les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. On a des actions qui se sont réadaptées au fur et à mesure parce qu'on a un public qui varie. On a un contexte aussi à prendre en compte et on a un schéma de solidarité qui a été monté l'année dernière, qui a été vraiment travaillé pour le coup avec les partenaires et c'était une importance de se dire qu'il ne fallait pas qu'on travaille seul et aussi qui s'appuyait sur le CDCA qui est l'instance un peu de citoyenneté, de l'autonomie qui nous a permis d'avoir un retour de public de ce qui pouvait être mis en œuvre et de là on en a sorti des actions qu'on peut améliorer, des actions déjà faites qu'on voulait améliorer et puis des actions sur lesquelles on voudrait aller. Un petit rappel peut-être du contexte quand même sur l'Aude, on a 33% des Audois qui ont plus de 75 ans, ça va augmenter de plus en plus. On a aussi quelque chose en tout cas pour moi qui est important, c'est la question du salaire médian qui est quand même assez bas. On est sur 980 € à peu près pour les seniors contre je crois 1150 sur le reste de la France. Donc on a des petits salaires et du coup c'est un point qui est à garder en compte et nous en département on fait attention de se dire les lieux, les services, il faut qu'ils soient accessibles financièrement, il faut que les finances ne soient pas un frein. On a une envie de rester à domicile, ça, on le sait, l'EHPAD est de moins en moins, on veut y aller le plus tard possible et du coup, on a besoin de réfléchir à cette question-là. Et j'en viens aussi sur la question des personnes en situation de handicap qui, eux aussi, sont de plus en plus sur un accès au logement, beaucoup moins sur des lieux fermés et dès qu'on le peut, ont envie de pouvoir avoir un logement, peut-être même en cœur de village. Donc, ça demande de réadapter, de réinventer certains dispositifs. Le premier, c'est donc de savoir comment on permet de vivre à domicile. On a l'APA qui est là, qui est présent et qui nous permet d'accompagner les bénéficiaires. Moi, j'espère sur les années à venir, on peut encore améliorer certains points. Les enveloppes ne sont pas toujours utilisées. Pourquoi pas
permettre un accompagnement sur du transport pour aller à des soins. Ça évitera des fois aux aidants de poser une demi-journée à chaque fois pour y aller. On peut réfléchir à la téléassistance aussi. On sait que si les gens n'ont pas de proches à côté de chez eux, pourquoi pas réfléchir à accompagner sur des services de sécurité ou de gardiennage qui pourraient prendre le relais. On est vraiment sur cette idée de maintien à domicile, mais on intervient aussi avant, et c'est là que vient la question de la prévention, de l'information. On a des espaces seniors qui sont sur nos 5 grands territoires au niveau du département, qui nous permettent d'être proches des habitants, et on développe pas mal d'ateliers, les ateliers moins seniors, et qui sont avec la CNSA, mais qui nous permettent d'avoir vraiment cet accompagnement dès les plus de 60 ans, prévenir, informer. Et c'est aussi un lieu où on peut faire du repérage. Et c'est vrai qu'on va de plus en plus sur ces repérages des fragilités. Tous les acteurs se disent qu'il faut y aller. Et après, on sait que le référent à part va chez une personne, ben, il peut jeter un œil sur le conjoint. Le service d'aide à domicile aussi. Espace senior, je reçois un aidant, je peux voir s'il commence à avoir quelques pertes d'autonomie pour pouvoir intervenir. Je pense que sur les années à venir, il va falloir qu'on réfléchisse aussi à qui s'adresser, parce qu'une fois qu'on a repéré la fragilité, il faut voir comment on peut apporter, comment on peut intervenir. Donc ça, c'est un réseau qui doit se mettre en place. On a un travail qui est aussi sur les aides à domicile, parce qu'aujourd'hui, si on veut rester à domicile, il faut qu'il y ait un service qui se mette autour, et on sait que dans les milieux isolés, ben, on a un peu du mal à avoir des personnes formées, des personnes qui ont des fois besoin de passer le permis pour pouvoir faire leur métier. Donc on est aussi sur cette vigilance-là, et de se dire ben, il faut qu'on amène des services vraiment en proximité pour que les gens restent chez eux. La période qu'on a passée là sur cette année a été difficile, parce que les ateliers n'ont pas pu se faire. Il y en a eu quelques-uns en ligne, mais bon, ceux qui pouvaient inscrire, et le but, c'était quand même de ces ateliers de pouvoir être faits sur place et dans les communes. Il y a un point moi, que j'ai trouvé intéressant malgré tout, ça a été la question de la vaccination à domicile qu'on a mis en place. On sait qu'on a des communes très isolées avec une certification médicale, et du coup, on a lancé un partenariat avec le SDIS qui nous a permis d'aller au domicile des personnes, les vacciner. On a ciblé dans un premier temps les 240 communes à peu près, départements qui sont très éloignés. On a appelé à chaque fois les communes, nos bénéficiaires à part, et on a pu vacciner pas mal de monde comme ça, avec beaucoup moins d'inquiétude pour eux, pas de difficultés de transport. Et je pense que ça a été là une aide sur l'isolement, et de se dire on vient jusqu'à chez vous, on vous donne la dose de vaccin, on peut vous accompagner comme ça. Voilà pour la partie domicile. Et après, on le disait, des fois, on ne peut pas rester à notre domicile. Il y a une vigilance qui est importante, c'est le fait que les maisons ne sont pas toujours adaptées. Des fois, on peut faire quelques travaux, les adapter. Des fois, la structure fait qu'elles ne sont pas adaptées. On le voit, les chiffres du 10 nous disent qu'il y a une sortie sur 6 qu'ils font, c'est pour une chute de personnes âgées. Donc, on voit bien qu'il y a cette difficulté-là. Les personnes âgées aussi disent elles savent qu'elles ont des maisons pas adaptées, mais elles ne veulent pas les quitter parce qu'elles ne veulent pas aller en EHPAD. Et vient donc là la question des lieux hybrides, des logements intermédiaires. Le département s'en est saisi. Il y a les papilofts, les logements intergénérationnels. Et là, on essaie de travailler sur les résidences autonomie. On a lancé un nouvel appel à projet. Il y a déjà 240, 250 places qui sont au niveau du département possibles. Et on va aller un petit peu plus loin. L'intérêt des résidences autonomie, c'est que c'est des lieux, on a des petits logements individuels, mais dans un lotissement, avec quand même des lieux de convivialité. Ça peut être les repas, des salles de rencontres, des ateliers de prévention, un réseau de soins qui peut se mettre autour d'infirmiers, d'aide à domicile, un médecin qui n'est pas loin, une personne aussi qui est là, qui surveille que tout va bien. Et donc, on est sur cet intermédiaire. C'est pour les personnes qui commencent un peu à perdre de l'autonomie, mais qui peuvent encore vivre chez eux, qui ont besoin d'un petit accompagnement en plus. Et donc là, le département a cette année encore ouvert 96 places, avec un accompagnement financier pour les personnes qui porteront ces projets, notamment sur la construction, sur la rénovation, et une vigilance. On sait qu'il y a des endroits où il y a besoin. Donc, on a essayé de flécher aussi par territoire. Le littoral de l'Aude, par exemple, est sous-doté en termes de services pour les personnes âgées. On aimerait bien qu'il y en ait un peu plus sur le littoral. Le but, c'est toujours de se dire, une personne qui a toujours vécu dans un village, c'est pas de la déraciner, parce qu'on sait que ça peut être au risque de décompensation. Donc, c'est vraiment
trouver des services vraiment autour de chez eux et de leur laisser cette connaissance du terrain pour qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible dans un cadre qu'ils connaissent. Il y a la question aussi de l'accueil familial qui permet vraiment du coup d'être encore dans un cocon, encore dans une famille, mais accompagné. On est sur 70 personnes aujourd'hui dans l'Aude. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mais comme il y en a qui partent à la retraite, on n'augmente pas beaucoup le nombre de places. Mais c'est un projet sur lequel on aimerait bien encore plus s'investir. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est autant ouvert pour les personnes en situation de handicap que les personnes aussi handicapées vieillissantes qui aujourd'hui ont un manque de structure parce qu'à 60 ans, elles n'ont peut-être pas envie d'aller à l'EHPAD, ce n'est pas les mêmes publics, et sur les personnes âgées. Et il y a un travail qui est en train d'ailleurs de se lancer avec le monde agricole, de la ruralité. On réfléchit à cette idée-là de pourquoi pas être sur un complément de revenus. On est sur des valeurs communes, on est sur un cadre de vie qui est agréable. Donc, essayer de voir ces pistes-là. Il y a aussi des pistes avec pourquoi pas travailler sur un salariat. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est l'accueil familial qui est très bien, mais qui manque un peu de sécurité pour la personne qui accueille. Donc, sécurité de l'emploi, donc on peut essayer de travailler sur ça. Le but étant toujours de se dire on offre des possibilités à proximité des lieux de vie. Et après, pour aller plus loin, il y a une réflexion qu'on aimerait bien porter sur les années à venir, c'est l'EHPAD hors les murs. Donc c'est de se dire qu'on a des personnes qui pourraient aller à un EHPAD, mais qui ont encore un peu d'autonomie, mais dont la charge est trop lourde pour les services d'aide à domicile, qui aujourd'hui le supportent parce qu'il n'y a pas le choix, mais normalement, ça ne serait pas à elles de le faire. Et donc de s'appuyer sur un EHPAD ou sur des associations et de permettre aux gens de rester chez eux, mais d'avoir accès à tout ce que peut offrir un EHPAD en termes d'accompagnement et de soins, avec des visites régulières, avec un portage des repas. On sait que de toute façon, on va de moins en moins sur des constructions d'EHPAD, donc il faut essayer de trouver cet accompagnement autrement, et ça sera une piste qui est pour nous importante. Et après, un travail sur l'isolement, bien sûr, qui est présent tout au long de l'année ou tout au long de notre action. On a vraiment une attention particulière sur l'accès aux soins. Beaucoup de doigts, plus de 30% renoncent aux soins aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à ces questions-là à notre niveau. On essaie de se saisir le département, même si ce n'est pas notre compétence. Maison des solidarités aussi, on essaie d'ouvrir des antennes sur le territoire pour éviter que les gens doivent se déplacer trop loin sur les grands lieux de vie pour pouvoir accéder à des services. Et puis, on a aussi un projet là qui s'est lancé sur des services civiques pour permettre d'être soit en EHPAD, soit auprès des aides à domicile, mais accompagner les personnes sur du lien social, sur un échange entre jeunes et personnes âgées, du coup sur l'intergénérationnel. Et le but, c'est d'accompagner les jeunes qui aujourd'hui ont des difficultés d'emploi, de lancer dans le marché du travail, et puis aussi soutenir les personnes âgées qui ont vécu quand même pendant un an un isolement fort et qui ont besoin d'être accompagnées sur ces questions-là. Donc voilà, vous le voyez, on est sur une action départementale qui prend en cœur la question de l'isolement et de la ruralité, et je crois que le numérique viendra bien sûr des fois, mais toujours on aura sur toutes les politiques que l'on mène cette question de se dire est-ce qu'on est proche et est-ce qu'on sera accessible. Madame la vice-présidente, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'accueil familial, hein, pour ceux qui, parmi les élus de la MSA, ne le sauraient pas, c'est la capacité qui est donnée à des gens qui le peuvent d'accueillir chez eux une personne âgée, dépendante ou pas, et de toucher des sous pour cela, d'être rémunéré pour cela. Hein, donc c'est une source de revenus. Avec un combat, je crois, que vous menez, hein, qui est le fait que ces gens-là n'ont pas droit au chômage une fois que cette activité disparaît. Voilà, donc ça, c'est un des combats que vous menez. Et vous utilisez un terme, souvent le SDIS, hein, ce sont bien les services départementaux d'incendie et de sécurité, pour ceux qui ne le sauraient pas, et avec lequel les départements travaillent beaucoup pour la détection des situations d'isolement au travers des visites qu'il peut y avoir. Donc, Madame Danillon, j'ai une dernière question avant que vous nous quittiez, puisque vous avez fait le plaisir de pouvoir vous loger dans votre agenda en pleine campagne. Aujourd'hui, quels sont les points de contact, de réflexion, de collaboration pour le futur avec la Mutualité sociale agricole Grand Sud et son projet MSA by MSA qui porte la dynamique moderne, sociétale et active, hein, pour faire quelques mots de promotion de cette dynamique lancée par les élus et ses agents.
Quelles sont les actions? Alors, sur l'accueil familial, par exemple, avez-vous des réflexions en cours? Sur le aller vers, qui est un terme utilisé par Jérôme Guedj tout à l'heure, avez-vous des réflexions en cours avec la MSA Grand Sud? Oui, bien sûr, on est sur un travail de toute façon qui est commun dans le cadre de la conférence des financeurs, hein, où on porte des projets ensemble et on avance ensemble. La question du schéma de solidarité s'est construit aussi avec la MSA et on est sur une partage d'idées et chacun vient sur chaque petit projet pouvoir amener sa part d'information. Et puis on est c'est vrai, sur l'accueil familial, moi je pense que c'est un sujet qui peut vraiment nous rassembler et commencer à nous permettre de mener des projets ensemble. On sait des petites retraites au niveau agricole. Souvent, des fois, c'est une famille, mais il n'y a qu'une personne qui travaille plus sur le côté agricole et une autre personne qui est là en soutien. On peut se dire que la personne qui est là en soutien, qui est moins sur le terrain agricole, pourquoi pas accompagner sur accueillir des personnes et pouvoir être sur un complément de revenus, mais aussi offrir. Je crois que les valeurs de l'agricole, c'est aussi se dire qu'on partage les valeurs de partage, de solidarité, de famille. Et là, on est sur l'idée de famille, on offre une nouvelle famille et on accompagne les gens. Et donc, c'est une des pistes qu'on aimerait bien travailler ensemble. Je pense que je devrais venir bientôt présenter ça là, avant la fin du mois de juin. Pour essayer de voir si ça intéresse, parce que c'est aussi savoir si ça peut. C'est une idée qu'on a eue, mais savoir si ça peut intéresser vos adhérents. Et après, je pense qu'on est aussi sur un travail qui va être dans France Service, on va être sur tout ça et essayer de voir comment on peut être à chaque fois plus proche dans les communes de ces services et d'être accessible et en proximité. Madame Sophie Bonnery, présidente de la MSA et ses vice-présidentes, vous accueilleront avec grand plaisir pour en parler. Je crois que sur ce sujet, la professionnalisation, parce que c'est compliqué de gérer cela, la formation de ces accueillants est un point déterminant parce que c'est une belle idée, mais qui doit être professionnelle. Je crois que vous en avez complètement conscience, c'est un des axes forts de la réflexion et de l'action sur ces sujets. Mais Yves Barbe de l'association Sauvi pourra nous en reparler. Madame la vice-présidente, merci encore d'avoir pu vous libérer. Et puis on vous souhaite une belle campagne. Et puis voilà, plein de chance pour vos élections. Bon, au revoir madame. Merci. Merci. Merci, un grand plaisir. Monsieur le sénateur Jean Sol, alors vous avez un grand parcours. Vous êtes en pleine dynamique. Récemment, monsieur Larcher, président du Sénat, vous a nommé au Conseil à l'évolution de l'assurance maladie, à l'avenir de l'assurance maladie. Vous êtes sénateur, évidemment, tout le monde le sait, des Pyrénées-Orientales. Vous êtes vous êtes secrétaire de la Commission des affaires sociales au Sénat également. Vous êtes élu à Bonpass depuis très longtemps. Vous êtes un élu local de terrain. Voilà, donc, et puis vous êtes aussi directeur des soins dans un établissement à Perpignan. C'est bien ça, je crois. Vous étiez, voilà. Avec toutes ces casquettes, c'est pas étonnant que vous soyez obligé à un moment donné de faire des priorités. Voilà. Donc, vous avez vu tout à l'heure que les élus de la MSA, les administrateurs, sont très friands de dialoguer avec des élus. Vous êtes un des plus rayonnants élus du département. Qu'est-ce qu'inspirent les propos de Madame Clonet-Dagnon de l'Aude, juste à côté, vos voisins, les propos introductifs de Jérôme Guedj? Je vous laisse la parole. Vous avez pris plein de notes. C'est formidable. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais tout d'abord remercier mes collègues de leurs interventions et puis particulièrement Jérôme pour le travail qu'il a fourni, qui est le fruit d'une réflexion parmi tant d'autres, puisque quand on regarde les 10 ou 15 ou 20 dernières années, de nombreux rapports ont été faits sur nos aînés, sur la vieillesse notamment. Alors je ne vais pas les citer tous. Nous avons eu le rapport Libaud, nous avons eu le rapport de Jérôme Guedj avec un certain nombre de propositions. Le Sénat aussi, à travers deux collègues, Bernard Bonne et Michel Meunier, ont fait quelques propositions d'ailleurs qui se rapprochent un peu ou prou d'un certain nombre de propositions de mon collègue Jérôme qu'il vient de décliner. Et puis le dernier, donc, c'est le rapport sur l'adaptation de la société au vieillissement de sa population de Luc Broussy, qui vient d'être remis au président de la République et qui aussi fait émerger un certain nombre de pistes, mais dont au final on voit qu'il y a quand même une convergence, en tout cas sur les propositions. Moi j'ai eu la chance d'exercer dans un établissement de santé, comme vous le précisiez tout à l'heure, pendant de nombreuses années.
Et je dois dire que nous avions, durant ma carrière professionnelle, mais en particulier sur les dernières années, nous avons eu un certain nombre d'indicateurs qui auraient dû nous inciter, alors pas au niveau forcément et uniquement de notre département, mais au niveau national, à les prendre en considération. Et on a pu pointer déjà, quand on voyait nos personnes âgées arriver en flux au service des urgences, en particulier, pointer quelques indicateurs en matière de misère sociale et je dirais quelque part d'isolement. Alors ça, c'est le volet, si vous voulez, professionnel. Bon, malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, l'isolement aujourd'hui en particulier, hein, puisque c'est de cela dont il s'agit en perte d'autonomie en milieu rural, la crise sanitaire que nous avons traversée, dans laquelle nous sommes malheureusement encore, j'ai envie de dire, a fait émerger quand même hein, cette solitude, cet isolement, cette vulnérabilité de notre personnes âgées, d'ailleurs que ce soit à domicile, mais que ce soit aussi dans nos établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En ayant quand même l'œil sur les familles en particulier et les aidants qui ont confirmé que les solidarités, ça n'était pas un vain mot. Et puis, sur nos territoires ruraux, heureusement, j'ai envie de dire que nous avions nos élus, bien évidemment pas tout seuls, en partenariat avec le bénévolat, Jérôme l'a précisé tout à l'heure, en partenariat avec nos associations, et qui ont pu repérer, identifier les personnes en situation de vulnérabilité pour les accompagner. Parce que j'ai envie de dire qu'il ne s'agit pas de les repérer, de les identifier, même si c'est très très important et c'est le point de départ. Ensuite, il faut mettre en place les moyens, je dirais, pour les accompagner, et puis les accompagner dans cette transition vers, malheureusement, alors nous parlons aujourd'hui de perte d'autonomie, mais la perte d'autonomie, elle arrive aussi sur la dépendance, malheureusement à un moment donné, et je pense que nous avons un rôle très important, nous élus en tout cas, à impulser et à travailler sur cette transition qui, à mon sens, n'a pas été assez anticipée, cette transition démographique, j'ai envie de dire cette transition gérontologique. Hein. On sait très bien que le nombre de personnes de plus de 80-85 ans va probablement doubler d'ici 20, 30, 40 ans. Et on se doit effectivement, quand on est élu, d'anticiper. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'on ait anticipé les choses de la meilleure des manières qu'elles soient. Ceci étant dit, les repérer, oui, les accompagner, oui, mais surtout, à un moment donné, se donner les moyens. Hein, on s'oriente aujourd'hui vers ce qu'on appelle le virage de la domiciliation, mais à un moment donné, en partant du postulat que nos personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible chez elles, mais il faut le faire au travers d'aides spécifiques, d'accompagnement par des travailleurs, Yves en parlera sûrement tout à l'heure, médico-sociaux, et en s'adossant à l'expertise de ces établissements et surtout de ces professionnels de santé. Je crois que la vision que nous devons suivre, c'est celle du virage domiciliaire, mais du rôle aussi des personnes âgées dans la société. Jérôme Guedj le précisait tout à l'heure, il ne faut pas se contenter de faire pour elles, mais je crois qu'il faut les associer aussi aux projets, aux décisions, aux moyens. Hein. Nous évoquions tout à l'heure, mes collègues parlaient de l'adaptation, par exemple, des logements à la perte d'autonomie, oui, mais il faut aussi, après, adapter ces logements dans l'urbanisation d'un quartier, dans une ville, il faut que ce soit ouvert, etc., etc. Donc ça, c'est la question des moyens. Moi, je suis assez favorable à l'habitat inclusif. Je suis assez favorable, et même très favorable à l'inclusion numérique, sauf que quand on regarde la cartographie, Jérôme, de nos territoires ruraux, on se rend compte que malheureusement, il y a encore des zones blanches. Donc, ton idée de cartographie et d'identification que tu as proposée, non seulement pour les établissements d'hébergement, toutes les structures qui participent à la prise en charge de nos aînés,
je pense que c'est une idée forcément intéressante. Et après, on se doit bien évidemment d'amener la fibre et de faire en sorte que ces territoires ruraux les plus éloignés soient connectés. Sinon, ça va être très très compliqué. La question des transports, elle a été évoquée, mais bien évidemment, elle a toute son importance. Moi, je voudrais insister sur le rôle tout particulier de nos départements. D'ailleurs, c'était une des propositions qu'avaient fait mes collègues au niveau du Sénat, c'était de renforcer la compétence médico-sociale des départements, avec un certain nombre de propositions qui sont reprises dans différents rapports, mais en tout cas, le Sénat s'y était particulièrement penché, avec l'organisation de visites de prévention à domicile pour les personnes de plus de 70 ans. Ça rejoint là aussi l'idée de Jérôme dans la notion d'aller vers, et puis s'occuper aussi des proches aidants. Les aidants ont énormément souffert dans cette crise sanitaire que nous avons traversée. Sur la caisse, la CNSA, nous avons insisté sur l'idée de porter un chantier d'unification des outils d'évaluation et peut-être à terme de refonte de l'allocation personnalisée d'autonomie. Systématiser les bilans complets pour les 75 ans qui pourraient être réalisés par une équipe pluriprofessionnelle, des infirmiers certes, des ergothérapeutes, parce que sur l'adaptation des logements à la perte d'autonomie, on ne pourra pas le faire, à mon sens, sans des experts, et je crois que les ergothérapeutes sont les mieux placés. Bon, bien évidemment, des kinésithérapeutes ou des psychologues. Et je pense qu'on doit se préoccuper de la profession des ergothérapeutes aujourd'hui, qui sont en nombre, à mon sens, insuffisants si on veut préparer au mieux, en tout cas lutter contre l'isolement des personnes en perte d'autonomie, mais pas uniquement, j'ai envie de dire, en milieu rural. Alors, Jérôme n'en a pas parlé, mais nous aussi, nous sommes sur l'axe aussi d'associer les ministères des Sports et de l'Enseignement supérieur à la politique de lutte contre cet isolement. Alors, en proposant, en mettant à disposition des moniteurs pour justement proposer aussi, et je crois que ça participe contre l'isolement, ces activités physiques adaptées, mais aussi permettre à celles et ceux qui le souhaitent de s'enrichir intellectuellement aussi. Et puis, revenir sur tout ceci est bien joli, mais si ça n'est pas impulsé au niveau national et si à un moment donné, on ne se donne pas les moyens de lutter contre cet isolement qui va forcément déboucher sur la perte d'autonomie et la dépendance à des niveaux qui vont du GIR 1 au GIR 6, j'ai envie de dire, ça ne sera que du saupoudrage et nous ne pourrons pas avancer. Et puis s'appuyer sur, nous avons la loi 4D qui arrive donc à grands pas, et le premier D ou le second c'est la différenciation. C'est bien vers cela qu'il faut aller au niveau de nos territoires, dans la différenciation, parce que nos territoires ne sont pas les mêmes. Même si nous on voit au niveau de notre département, les problématiques de la Glyphe-Nouillette ne sont pas forcément les mêmes que celles du Val-Espire, ou ne sont pas forcément les mêmes que celles du littoral. Donc elle va trouver tout son sens. Et puis la loi Grand Âge et Autonomie, que nous attendons tous, et notamment sur la prise en charge de la 5e branche. Bon, là, il va falloir trouver aussi le financement, parce que l'idée est excellente, mais je crois qu'il va falloir trouver le financement pour aller plus loin et faire peut-être à un moment donné en sorte que le reste à charge pour nos aînés et leurs familles soit moindre. Et je terminerai en disant que la coordination en tout cas de toutes ces bonnes intentions, de ces idées d'accompagnement, de ces moyens, elle doit aussi être faite. Alors peut-être à partir des communautés professionnelles de territoires de santé, moi je pense, puisque nous avons une diversité de professionnels en leur sein, on peut, je pense, moi, sur nos territoires, s'adosser sur leurs compétences et puis le projet santé territoire pour que ça ne parte pas non plus dans tous les sens.
Voilà ce que je voulais vous dire, et puis insister aussi sur un moyen dont on a peu parlé, mais peut-être que nous y reviendrons, c'est sur ces métiers, notamment de maintien à domicile et de prise en charge de ces patients à domicile, dont ils nous ont démontré pendant cette crise sanitaire qu'ils étaient disponibles, présents, même s'ils n'ont pas eu le retour, à mon sens, qu'ils auraient dû avoir, notamment en matière peut-être de refonte de statut et de rémunération. Mais si on veut, je pense qu'on en aura de plus en plus besoin, et il faudra qu'ils soient de plus en plus nombreux. Donc il va falloir les former, il va falloir les rémunérer correctement, il va falloir les faire sortir d'une situation de précarité dans le travail dans laquelle beaucoup d'entre eux sont, puisqu'il y a très très peu de temps plein qui occupent ces postes. Et puis notre collègue du département de l'Aude parlait tout à l'heure des services civiques, et moi je crois beaucoup aussi en ces services civiques seniors, qui pourraient justement nous aider à lutter contre l'isolement de nos aînés. Et puis, pourquoi à travers une formation, participer à l'animation aussi sur nos territoires et dans nos établissements. Je pense qu'il nous serait très très utile. Et puis, bien sûr, sur la base du volontariat, mais pour fréquenter beaucoup de jeunes sur notre territoire, certains sont prêts. Justement à apporter à nos aînés ce qu'ils nous ont apporté, ce qu'ils nous ont transmis, même si c'est malheureusement une idée un repère en tout cas qui se perd en particulier dans notre pays. Voilà ce que j'avais envie de dire très très rapidement sur ce sujet qui nous préoccupe tous, en essayant de préparer au mieux cette transition démographique, gérontologique, et puis peut-être en travaillant sur le parcours. Alors moi j'avais émis cette idée à certains collègues au Sénat dans le cadre de la commission des affaires sociales. Certains avaient souri, d'autres avaient pris cette idée au sérieux dès le moment du départ à la retraite de nos concitoyens, et bien commencer à travailler sur justement cette après-retraite, cette perspective, si vous voulez, de perte d'autonomie des baby-boomers, là, et puis de leur entrée malheureusement dans la dépendance, parce qu'on disait tout à l'heure que les EHPAD, il y en aurait de moins en moins. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette idée. Je pense qu'à un moment, le virage domiciliaire, le maintien à domicile est possible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yves, peut-être tu nous le diras, mais à un moment donné, il est vrai, avec la meilleure des volontés, il n'est vraiment pas possible de permettre à nos aînés de rester à leur domicile, dans leur environnement. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis à votre disposition pour d'autres questions. Merci monsieur le sénateur, vous avez embrassé beaucoup de sujets fort concrets et intéressants. Une question, vous avez utilisé le terme d'évaluation. Vous avez la chance de ne pas être spécialisé dans votre fonction sur un sujet, la santé et les solidarités, mais d'embrasser tous les sujets. La question de l'isolement d'un territoire, quand on a plein de gens isolés sur un territoire, c'est un problème d'attractivité globale du territoire. Ça veut dire que globalement, c'est un territoire qui peut chuter, qui ne va pas attirer d'entreprises, qui ne va pas attirer d'emplois, dans lequel il y aura de ce fait plus de boulangeries, plus de services de proximité, etc. etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les moyens à allouer sur cet isolement, l'évaluation doit-elle porter uniquement sur le fait que ça coûte tant et ça rapporte tant, c'est remboursé par l'assurance maladie, les assurances maladie, etc. Ou bien faut-il avoir une approche un petit peu plus 360 degrés, plus global, pour arriver à faire une évaluation qui tienne compte de la totalité de l'impact, y compris économique, en plus des questions de solidarité, y compris économique de ce sujet de l'isolement. Moi je pense effectivement qu'il faut avoir ce regard et cette vision, je dirais, ce recul sur le territoire vraiment dans sa globalité. Nous avons parlé là du volet social essentiellement, du volet prise en charge de nos aînés. Nous avons très peu parlé des personnes en situation de handicap, mais on pourrait exactement dire la même chose. Moi je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut avoir effectivement cette vision globale d'un territoire qui, je le disais tout à l'heure, n'est pas forcément les atouts ou les failles ou les manques de ce territoire ne sont pas forcément ceux du territoire à côté.
Donc je pense que cette notion de différenciation, il faut aussi la prendre en considération. Et je fais partie de ces élus qui ont vécu, comme vous toutes et vous tous, cette crise sanitaire, mais qui me dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait en sortir? Moi, je suis convaincu que cette crise sanitaire va faire que beaucoup de personnes, mais à condition que cette question du numérique soit réglée, vont venir justement dans nos territoires ruraux. Et c'est peut-être une opportunité à saisir. Je ne sais pas ce que mon collègue Jérôme en pense, il nous le dira peut-être, mais je crois beaucoup à cette opportunité. Et nous avons pas mal d'amis donc, dans l'immobilier et qui voient aujourd'hui, qui font l'objet de nombreux appels justement et de recherche d'État de personnes qui vont participer forcément à l'économie, à l'attractivité du territoire. On sait très bien que dans certains villages, on n'a même pas de boulangerie, c'est les maires qui vendent le pain dans leur mairie, ce sont les maires qui accompagnent nos personnes âgées parce que ça participe aussi à la lutte contre l'isolement, mais personne n'en parle pour de modestes indemnités et des responsabilités énormes qui les accompagnent dans les centres commerciaux faire leurs courses, qui vont vérifier le captage et la qualité de leurs eaux. On en parle très très peu. Mais ce sont vraiment la cheville ouvrière, je crois aussi, de cette lutte contre l'isolement des personnes en perte d'autonomie. Et ils connaissent bien leurs administrés, et en particulier les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, mais certes les personnes aussi en situation de handicap. Et on a aussi des jeunes dont on n'a pas parlé, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, qui sont en grande situation précaire aujourd'hui. Oui, sans parler des problèmes de santé mentale qui sont explosifs sur les territoires. Avant de donner la parole à Jérôme Guedj, monsieur le sénateur, vous évoquiez quelque chose de la solidarité par les associations de seniors notamment. Je citerai l'exemple alors c'est un peu loin d'ici, c'est en Alsace, à Muddelsheim, Bischheim et autres. Les associations de jeunes seniors se sont organisées sous l'impulsion des édiles locaux, des collectivités locales, pour aider les plus seniors, les plus vieux, les plus de 75 ans, à se déplacer. Au départ sur les commerces, et d'ailleurs à l'occasion des débats qu'il y a eu, d'où l'importance des débats, de les organiser aussi pour aller vers le soin, vers le social, parce que c'est un des problèmes. On peut être dans un désert médical alors qu'il y a 3 médecins à 4 km, mais quand on ne sait pas conduire, on ne peut pas conduire, on n'a pas d'argent pour avoir une voiture, on est dans un désert médical. Donc le aller vers est aussi important là-dessus. Et des expériences très concrètes, organisées. Tout n'est pas financier, c'est beaucoup d'entraide et de bénévolat aussi. C'est une expérience très, très intéressante. Jérôme... Excusez-moi si je peux me permettre aussi, et je pense que dans les projets à venir, le volet intergénérationnel, à mon avis, doit être intégré. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yves, et ce qu'en pense notre collègue Jérôme, mais ça doit être intégré forcément dans tous les projets. On a parlé tout à l'heure d'EHPAD hors les murs, de structures nouvelle génération, enfin, on les appelle comme on veut. Mais ce volet intergénérationnel, j'ai visité moi récemment un EHPAD qui avait intégré justement une résidence senior nouvelle génération pour organiser cette transition. Ensuite, donc, un EHPAD, pas très médicalisé, et puis un certain nombre de lits beaucoup plus médicalisés. Et la personne si vous voulez, rester dans ce même établissement, très ouvert sur la ville, au milieu des écoles, au milieu des stades, etc. etc. J'arrête, j'ai trop parlé. Jérôme Guedj, une petite intervention de 2 minutes maximum, s'il vous plaît, en réaction. Non, mais évidemment, je partage l'analyse de Claude Agnon et celle de Jean Sol, qu'en fait, la question de l'isolement, et Jean vient de le faire, quand on tire le fil, en fait, c'est la question de la transition démographique et de la manière dont on se prépare à la révolution de la longévité. C'est-à-dire que l'isolement, c'est cette révolution de la longévité qui aurait échoué. C'est-à-dire qu'en fait, que Luc Broussy, d'ailleurs, dans le rapport qu'il a remis avant-hier, montre bien, c'est-à-dire que si l'ensemble des villes et des villages, des politiques publiques ne s'adaptent pas au vieillissement, alors on aura une crise du vieillissement. Et notamment, puisque c'est vraiment le sujet sur l'isolement, la question de l'habitat adapté, qui est soit celle de l'adaptation du logement et de l'environnement qu'on peut avoir autour, du rôle justement qui n'est pas spontané des acteurs locaux dans ce aller vers, mais ça doit devenir une mission aujourd'hui nécessaire des collectivités. Et sur l'habitat regroupé, moi je suis absolument d'accord, notamment en milieu rural, c'est un enjeu d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que quand on fait ça, on maintient de l'activité dans des villages, quand on prend en compte le vieillissement, ça permet de maintenir des emplois de proximité qui ne sont pas délocalisables, qui ne sont pas substituables. Il y a des territoires entiers qui
on ne fait pas venir des aides à domicile, des professionnels de l'accompagnement. Alors, l'école ferme, la boulangerie, comme le disait Jean, va pas avoir de clients. Et donc, développer des micro-solutions dans chacun des territoires, de type, ce que disait Chloé Danillon, de type résidence autonomie, petite résidence autonomie, de type MARPA, de type accueil familial. Je suis absolument d'accord. Sauf que pour l'instant, tous ces outils, ceux qui ont le rôle de les mettre en place, eh ben, c'est galère. Voilà. Donc, il y a besoin notamment d'appui technique. Là, les départements peuvent jouer un rôle. La caisse de dépôt dans les opérations petites villes de demain ou cœur de bourg ou cœur de ville peuvent faire des choses. Mais ce qui nous manque, et je termine vraiment par là, c'est que sur la transition démographique, on est dans ce pays le même type de préoccupation que sur la transition écologique. C'est exactement les mêmes phénomènes en termes au début, les gens sont incrédules, alors que tout est prévisible, et que si on ne prend pas les décisions maintenant, ça va nous péter à la figure dans les 10 ou 15 ans, parce que comme l'a rappelé Jean-Sol, on a 2 millions de personnes de 85 ans aujourd'hui, on va en avoir 4 millions dans les 15 années qui viennent. On n'a jamais eu une telle massification du vieillissement, en tous les cas pour les très âgés, et y compris une massification des retraités, où là, il y a l'enjeu, et merci d'avoir rappelé l'excellent rapport sur la prévention de tes collègues sénateurs, Michel Meunier et Paul, parce qu'ils ont, à juste titre, insisté sur ce que je disais tout à l'heure, à savoir si on ne finance pas la prévention de la perte d'autonomie, au moment où on crée une 5e branche de la Sécu, on est très bon en France dans l'assurance maladie, on sait soigner, on sait réparer, mais on ne sait pas prévenir. Au moment où on crée une branche, il faut tout de suite intégrer la dimension de prévention. Or, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que, en plus, avec un truc terrible, ceux qui financent la prévention, et je le dis là devant des organismes de sécurité sociale, c'est pas forcément eux qui vont avoir un bénéfice attendu. Voilà. La prévention, l'adaptation du logement, l'habitat intergénérationnel, c'est les communes, c'est les bailleurs, c'est un peu les départements. Ceux qui peuvent faire des économies, c'est l'assurance maladie parce qu'on évite des hospitalisations ou des orientations en EHPAD, et c'est les départements parce qu'on verse moins d'APA. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de se poser la question, dire mettons de l'argent sur la prévention. On dépense 25 milliards en France pour la prise en charge de la perte d'autonomie liée au grand âge. 25 milliards. On met à peine 200 millions d'euros sur la prévention de la perte d'autonomie, moins de 1%. C'est pas bon. Voilà, il faudrait être à 4, 5, 10%, voire plus. Et ça, c'est une dépense qui générera de l'économie et qui en plus permettra d'avoir une qualité de vie pour un nombre croissant de nos concitoyens. Merci Jérôme Guedj. Je veux préciser un chiffre peut-être pour nos auditeurs et spectateurs. Le professeur Claude Jandel, gériatre de Montpellier, que connaît Yves Barbe, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, m'a donné un chiffre très intéressant. Un de ceux qui connaît mieux la gériatrie en France, il m'a dit sur 100 personnes à la naissance, il y en a 25, quel que soit leur comportement, ils n'auront pas de problème particulier dans le vieillissement. Ils vivront bien. Même s'ils ont fumé, même s'ils ont bu, même s'ils n'ont pas fait de sport, etc. Il y en a 25, quoi qu'ils fassent, les pauvres, eh bien, ils auront beau faire du sport, ne pas fumer, bien manger, eh bien, ils auront des problèmes en vieillissant. Puis il y en a 50, ceux-là, c'est leur mode de vie, c'est leur comportement qui va déterminer si ça se passe bien ou si ça se passe mal pendant leur vieillissement. Et l'enjeu de la prévention, très tôt, y compris, alors dès le plus jeune âge, mais y compris dès 50 ans, sur la prévention du départ à la retraite, ça va être notamment sur cet énorme volume de 50 personnes. Voilà, un coucou amical au professeur Claude Jandel au passage. Alors, pour nos amis spectateurs, on va donner la parole à Yves Barbe et puis ensuite on prendra les quelques questions et avant la clôture par le président de la Caisse centrale de la MSA, Pascal Commery, et la présidente Sophie Bonnery. Alors Yves Barbe, vous dirigez le plus gros employeur des Pyrénées-Orientales non public, puisque vous avez 1500 salariés pour une activité essentielle. Vous êtes depuis fort longtemps le dirigeant, vous avez développé brillamment cette institution. Vous êtes très connu dans le département, peut-être demain ailleurs, sur la terre et au-delà. Non mais aujourd'hui, au quotidien, vous vous occupez de combien de personnes déjà? Chiffre clé. Alors on visite, soit dans nos établissements, soit en visite, entre 3 et 5 000 personnes jour. 3 000 5 000 personnes jour, d'accord. Alors, vous êtes aussi président de la conférence territoriale de santé, donc vous avez une vision, vous siégez ensemble, vous êtes certainement à la commission des financeurs, conférence des financeurs aussi. Aujourd'hui, votre regard en tant qu'opérateur sur tout ce qui vient d'être évoqué. Bon, merci beaucoup, bonjour à tous.
Alors, je vais prendre quelques minutes pour un plaidoyer pro-domo pour les aides à domicile. 2 minutes. Mais moi, donc les données essentielles ont été données, donc je ne vais pas surabonder les chiffres, on les a à disposition. Mais je vais vous raconter 2 histoires, une qui pourrait être flatter mon ego et l'autre qui est plutôt à mon désavantage. La première, j'habite un petit village où je suis élu local maintenant, et on venait de s'installer. Et on part un jour pour les vacances, toute la famille, la tribu, la voiture bien chargée. On descend notre rue sous la pluie battante. Et là, on aperçoit une femme hirsute, âgée, avec la jambe en sang. On ne connaît personne. Imaginez la scène. Donc, je dis à ma femme, tu crois qu'on partait pour 300 km? Je dis, bon, ben, quand même, assistance, quelqu'un qui est en difficulté, parce que vous avez les grands signes et crier. Mais on dit on ne connaît personne. Donc on se gare, et ma femme et moi, on va voir cette dame qui nous explique qu'elle a eu des douleurs, enfin un discours un peu incohérent, mais elle avait une belle plaie à la jambe. Donc on rentre chez elle, dans sa maison, et puis ma femme, parce qu'elle s'occupe d'elle, on lui dit, vous pouvez nous dire un nom? Vous pouvez nous dire un nom de médecin, un nom d'infirmier? Non, toujours incohérent. Et à un moment, elle dit, Sauvy. Et là, j'ai dit sauver. C'était un dimanche. Parce que elle dit Sauvy, j'ai dit, ça veut dire quelque chose, Sauvy? L'aide à domicile. J'ai dit, ben, ça y est, j'avais mon petit bout pour tirer. Je téléphone à la personne de permanence de l'aide à domicile. Je lui dis, je suis à tel numéro, telle rue. Il y a une dame comme ça. Ah, mais cette dame, en fait, elle est Alzheimer. Le village le sait, elle déambule, etc. Le médecin traitant, c'est un tel, vous pouvez l'appeler, etc. Et ce que je veux dire, à partir de là, on a connecté et on a pu partir. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce travail-là, ce travail de fourmi, que personne ne voit, que personne ne rémunère. Deuxième circonstance, on ouvre des postes d'aide-soignants en formation professionnelle dans nos EHPAD. On le propose en premier à nos 250 ou 300 aides à domicile. Et ces personnes... 7-8 postulent, et c'est une des journées où je n'ai pas été très fier de moi. Je les reçois en entretien, pas que moi, la DRH et le directeur, et tous ont à peu près le même discours. Il dit, Monsieur Barbe, merci de nous recevoir. Je dis non, c'est merci à vous d'être venu. Deuxièmement, elles me disent, ce que je fais est magnifique, j'aime faire l'omelette aux champignons aux petits vieux, j'aime m'en occuper. Mais je postule parce que j'ai du mal à vivre avec 850 €, 900 €. Et en conclusion, ils me disent « Au revoir monsieur, merci beaucoup, je sais que vous ne nous prendrez pas, mais j'étais content de pouvoir vous le dire. » Eh bien, quand vous avez 7 personnes qui vous disent ça, vous rentrez, vous n'êtes pas très fiers. Vous vous dites « Purée, dans ce pays, on a des gens qui aiment ce qu'ils font, qui rendent un service énorme, et personne ne voit. » Je dis « personne ne voit » pourquoi? Parce que quand il y a eu toutes les crises, vous noterez, souvent elles sont citées en... elles sont apparues dans le 3e discours sur le Covid. Sur la prime, sur les 1 000 €, ça a apparu en 2e rideau. Sur le Ségur de la santé, n'en parlons pas, c'est à l'étude. Et moi, j'ai un CSE où j'ai des médecins, on a une clinique, on a toute la chaîne. Et j'avoue que ça me met mal à l'aise. Vous vous dites, et je ne suis pas en train de faire... les syndicats ne m'ont pas mandaté pour négocier le Ségur de la santé. Mais par exemple, l'association a décidé en disant on donnera 1 000 €, la même somme, aux aides à domicile. Et j'en suis fier, et l'association l'a assumé. On a des personnes qui remplissent le premier maillot. Voilà, je voulais juste le dire pour elles, parce que c'est une profession qui mérite d'être mise en avant. Et aujourd'hui, on donne des mesures, des demi-mesures. Et même l'argent qui est donné à la prévention, même sur la conférence des financeurs, j'en vois beaucoup qui partent sur des micro-actions, des trucs de com, et elles n'en voient pas le jour. Elles, dans leurs actions de communication, donc oui pour la prévention, mais mettons sur des acteurs qui existent, qui sont dans la pérennité, dans la continuité sur les territoires. Alors, j'en viens sur le fond, parce que je vois qu'ils me surveillent, donc je sais que le temps est compté. Sur le fond, dans ce que j'ai entendu, alors nous, on a toute la chaîne. Je crois profondément, effectivement, à une chaîne qui part de l'aide à domicile, qui passe par
effectivement, maison de proximité, MARPA, colocation, habitat intergénérationnel, EHPAD, résidence autonomie éventuelle, plutôt de l'urbain au semi-urbain pour la résidence autonomie, l'EHPAD, l'USLD éventuellement, le service gériatrie, qui effectivement est une ligne continue. Pourquoi? Parce qu'on est sur une période où effectivement, on dit c'est la prévention de la perte d'autonomie. On sait qu'elle va tomber, la perte d'autonomie, dans ce créneau. Chronos, déjà pour chacun de nous, Chronos est impitoyable, mais pour eux, il est encore plus à tout moment. Et l'accès aux soins, on a beau faire 1000 plans, on sait qu'ils vont atterrir à l'hôpital, qui le pauvre fait ce qu'il peut, mais renvoie aussi vite qu'il peut là où il peut. Donc, quand j'entendais là, tout à l'heure juste, donc je vais mettre que des bémols et des réactions, excusez-moi, mais vu le temps, je veux juste dire. Résidence autonomie, par exemple. À Perpignan, il y en a une qui s'est créée, fait pour gens aisés, avec restaurant et tout. Puis au bout de 5 ans, il y avait des résidents dépendants. Et il y en a qui se sont plaints qu'il y ait des résidents qui soient dépendants. Parce qu'effectivement, il y a l'effet miroir. Et il faut faire quoi? Ils ont dit, il faut les virer. Non, mais on dit, mais ils sont rentrés en même temps que vous. Et on les met où? Donc, moi, je veux dire, beaucoup nous parlent de résidence autonomie. Pour moi, c'est indissociable. Il faut des opérateurs qui aient une maîtrise sur toute la chaîne. C'est-à-dire que quelque part, en disant, oui, je prends une résidence autonomie ou une MARPA, il n'y a pas de marge. Mais ça peut être intéressant dans un continuum. L'accueil familial est intéressant. J'ai oublié ce maillon-là. Mais on en parlait tout à l'heure en coulisses. L'accueil familial, je suis allé à des séminaires, j'ai mangé avec des gens. Moi, à peu près, plusieurs m'ont dit le même discours. J'étais content au début, ça m'a enthousiasmé. Mais après, quand on pouvait pas, quand on avait des problèmes le week-end, on n'avait personne. Quand il piquait une crise le week-end, j'avais personne. Eh bien, je suis devenu maltraitant. C'était pas dit comme ça, c'était mieux dit. Mais je suis devenu maltraitant. Donc, qu'est-ce que moi je dis sur l'accueil familial? Oui, le département doit être la puissance publique qui autorise, contrôle et le garant du bon fonctionnement. C'est son rôle et personne d'autre. Par contre, elle doit s'appuyer sur justement des gens du terrain qui, si la personne âgée décompense ou elle est seule, ils la prennent. Et ça me semble très important. Et jusqu'à la gériatrie, nous, on est associés à 50% avec le centre hospitalier de Perpignan pour construire l'unité de soins de longue durée, l'EHPAD. Et Claude Jandel réclame en disant « Moi, je veux tous les outils ». Il dit à un CH. La personne âgée, c'est une approche globale. Ce n'est pas comme une approche organique. Il faut tous les outils. Je dis il faut un continuum, il faut des opérateurs. Ce n'est pas que je sois contre les petits opérateurs morcelés. Je ne suis pas pour les grands opérateurs lucratifs. Vous l'avez compris, je défends le privé sans but lucratif, l'associatif. Où tout le monde peut y être, hein, je pense que tout le monde peut y être, mais qui aille jusque-là. C'est-à-dire que nous, si effectivement, même à la MARPA, la personne tombe, etc., on a la gériatrie au bout, on l'évacue immédiatement. Mais sinon, vous l'envoyez au SAMU, qui l'emmène, et qui vous le renvoie dès qu'il peut. C'est la règle du jeu. Donc, quelque part, oui, pour toute une chaîne, et c'est vrai que quand on voit les sommes. Merci, M. Jérôme Guedj. Je pense que c'est formidable si le plan de la transition démographique obtient les mêmes moyens que la transition écologique. Je suis preneur. Ce sera magnifique pour nos personnes âgées. Après, c'est un vrai deal qui vient se mailler, et la MSA est tout à fait pertinente là-dessus, avec les enjeux territoriaux. On a fait dans une petite vallée un château qui était désaffecté, 80 personnes. On a créé une maison de retraite, pas une petite unité de vie, MARPA, et on a fait une broderie avec ESAT, SAVS, etc. Mais le temps étant écoulé, je m'arrête là. Vous pourriez en parler des heures et de façon tout aussi pertinente et concrète. Merci beaucoup, Yves Barbe. Alors, il arrive le moment de la prise en considération de vos remarques ou de vos questions, messieurs et mesdames les participants. Alors, tout d'abord, une question pour Jérôme Guedj. Alors désolé à ceux pour lesquels je n'aurai pas, je reçois vos questions là sur ma tablette. Si j'en oublie, je vous prie par avance de m'excuser. Nathalie Ferrier, qui je crois est première vice-présidente de MSA Grand Sud. Question pour Monsieur Guedj. Quelle peut être la place des maisons France Service dans la mise en œuvre des recommandations de votre rapport? Jérôme Guedj. Alors, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre. Alors, je vais essayer de répondre. 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 Je vais essayer
C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il manque ce lieu où ceux qui sont dépositaires de toutes les informations peuvent se coordonner. L'avantage des maisons France Service, c'est le regroupement de services publics, mais aussi à certains endroits d'accueil d'acteurs associatifs un peu puissants sur le territoire. Donc, il faut des lieux. Voilà. Les réseaux, les virtuels, les boucles WhatsApp, c'est bien, mais il faut des lieux où les acteurs se coordonnent. Donc, les maisons France Service, notamment quand elles peuvent accueillir l'équivalent des CLIC, c'est-à-dire les centres locaux et d'information de coordination gérontologique à destination des personnes âgées, c'est-à-dire la coordination de tous les acteurs, services à domicile, Maya, DAC maintenant. Oui, donc incontestablement. Et ce que je regrette un petit peu, c'est que dans les maisons France Service, comme de manière plus générale, la thématique spécifique vieillissement, elle n'est pas spécifiquement identifiée. Donc, à muscler, mais oui, le déploiement de ces maisons France Service doit intégrer la thématique vieillissement et lutte contre l'isolement. D'accord. Sachant que la MSA Grand Sud est particulièrement active sur le développement des maisons France Service dans les deux départements. Pour information, donc la question de Nathalie Ferrier, je suppose, est assez orientée. Et je crois que la question du vieillissement et de l'isolement des personnes en milieu rural va être encore plus intégrée aux maisons France Service. Un commentaire également, dans le cadre des réflexions qu'on a pu avoir, c'est que la question du digital, alors il y a plus de 110 personnes, parfois regroupées à 2-3, sont regroupées. La digitalisation des services publics et de l'accès à la santé, aux soins, à la téléconsultation, est bien pour 70% de la population. Et il y a les 30% qui peuvent se trouver encore plus exclus du soin et encore plus exclus du système s'ils ne sont pas accompagnés. Je crois que c'est ça, le aller vers, c'est aussi aider, aller vers en aidant. Et ça, c'est un point très important et je crois que la MSA Grand Sud en est complètement consciente, et notamment avec son dispositif MSA Service, pour ne pas laisser les 30% de la population en dehors d'un système qui se croit bien plus vertueux et plus performant parce qu'il est digitalisé. Il faut être, je crois, très vigilant et ce n'est pas simplement dans cette région que cette réflexion, nous la faisons. Alors, merci beaucoup Jérôme. Alors, il y a également des remarques. Une remarque de Monsieur Lemasson, alors M. Lemasson, désolé. Dans la vallée de l'Aude, l'épicerie paysanne EPAS permet de servir les visages isolés et recréer du lien social. Pourquoi ne pas encourager ce type de démarche ? Bon, je crois que ça fait partie des N dispositifs que Monsieur le sénateur Jean Sol évoquait tout à l'heure. Remarque de Madame Céline Cangrand-Villajuste. Dans la gestion de la branche autonomie, à travers un guichet unique, les nombreux exemples que vous avez donnés montrent que la MSA a tout son rôle à jouer pour les territoires ruraux. Je crois que les messages passent. Madame la vice-présidente tout à l'heure disait que les coopérations avec les MSA vont se renforcer. On va dans cette direction. Madame Céline Cangrand-Villa pose la question à Jean Sol. Quel rôle de la MSA dans le guichet unique de gestion de la branche autonomie à créer ? Cette question que vous avez plus spécifiquement posée, monsieur le sénateur. Bon, je crois qu'on peut l'enregistrer. Vous voulez y répondre ? Vous pouvez... Quel est le rôle de la MSA dans le guichet unique de gestion de la branche autonomie à créer ? Alors, je crois qu'on... Alors, on pourrait développer cette question assez longuement, d'autant plus que Jérôme Gage, vous êtes membre du conseil de la CNSA, Jérôme, je crois. Non, plus maintenant, vous l'avez été. Quand j'étais président de département, vice-président puis président de département, j'étais au conseil de la CNSA. Mais sur ce point-là, ce qui manque aujourd'hui, c'est un service d'accompagnement à la perte d'autonomie présent dans les territoires. Donc, soit les conseils généraux, les conseils départementaux, pardon, je parle comme quelqu'un de l'ancien monde, soit les conseils départementaux développent ce qu'on appelle des maisons départementales de l'autonomie avec des maisons des aînés et des aidants, mais il y a besoin de ce maillage territorial et à certains endroits, il faut s'appuyer sur ceux qui sont là et qui sont capables de faire. Notamment la MSA. Moi, la petite inquiétude que j'ai à ce stade, c'est que les organismes de sécurité sociale, je pense au CARSAT, la CNAV, même les caisses primaires d'assurance maladie ou la MSA, sont pas dans la branche autonomie en tant que telle. Or chacun a des choses à faire. Le congé de proche aidant, par exemple, il est versé par les CAF et la MSA. C'est un des outils d'accompagnement des personnes en situation de perte d'autonomie. Donc, il faut que cette branche autonomie, certes, la CNSA est un peu
maillon central, mais qui doit aussi organiser cette coopération avec les autres organismes de sécurité sociale. Merci Jérôme. Alors Monsieur Thierry Legendre fait partie des nombreuses personnalités qui sont connectées, qui ne sont pas de la MSA. Il est président de la CEPAM de l'Aude, Monsieur Legendre. Donc il est intervenu à plusieurs reprises dans le chat. D'abord pour rappeler que Madame la vice-présidente l'avait évoqué tout à l'heure, il travaille beaucoup avec le conseil départemental aussi sur la détection des situations d'isolement. Voilà, donc c'est notamment avec le directeur, M. Bourdon, que nous avons côtoyé dans le cadre des travaux avec l'Aude. Monsieur Legendre est complètement d'accord également sur la faiblesse des pratiques de prévention, donc c'est le président d'assurance maladie CEPAM qui le dit, ça confirme bien. Et puis, voilà, donc merci Monsieur Legendre sur vos remarques. Et puis il dit également, on ne peut évoquer la question de l'isolement sans évoquer la question du vivre ensemble. Voilà, et du dialogue auquel ces journées contribuent. Alors, une question de Dominique Brest, qui est également vice-présidente de MSA Grand Sud. Est-il envisageable que des acteurs tels que la MSA participent au dispositif d'écoute et de veille des situations d'isolement, faisant écho aux recommandations d'ailleurs du rapport de Jérôme Gage sur l'écoute téléphonique, notamment sur des points sur la mise en place d'écoute téléphonique. Alors, je ne sais pas à qui je peux poser la question. Jérôme, vous en pensez quoi que la MSA puisse participer au dispositif d'écoute, des plateformes téléphoniques, des choses comme cela? Oui, 1000 fois oui, parce qu'on a parlé du numérique, mais bon, la réalité, c'est que l'outil quand même le plus simple d'appropriation pour la lutte contre l'isolement, ça reste le bon vieux téléphone. Et donc, on l'a vu au moment de la crise, beaucoup d'organismes de sécurité sociale ont fait des campagnes d'appels téléphoniques sortants pour prendre des nouvelles, pour savoir comment les choses se passaient. Et ça, je pense que ça doit être intégré dans le cœur de métier, y compris dans le repérage des fragilités. Et après, pouvoir être orienté vers les acteurs de proximité, départements et municipalités, pour que les gens après mettent en place une sorte de plan d'aide, d'accompagnement. Donc oui, il faut développer les appels sortants. Et je pense que les organismes de sécurité sociale ont un rôle éminent à jouer. Et ça a été évoqué aussi tout à l'heure par Chloé Danillon. Il faut repenser la téléassistance dans ce pays. La téléassistance, ça marche pas très très bien. Il y a, je crois, à peine 600 000 personnes âgées sur les 15 millions ou on va dire les 7 millions de plus de 75 ans qui ont des dispositifs de téléassistance, parce qu'ils sont un peu vécus comme quelque chose d'un peu anxiogène, la chute, etc. Donc c'est utile, mais il faut l'enrichir justement de ce côté écoute téléphonique, soutien psychologique, prise de nouvelles. En Grande-Bretagne, il y a 2 millions de personnes qui ont des dispositifs de téléassistance. Et donc, voilà, c'est les appels sortants et les appels entrants, et pas uniquement pour la situation d'urgence, mais pour l'accompagnement plus régulier. Merci. En plus, vous savez que la MSA, avec Présence Verte, est le leader français de la téléassistance. Et donc, je crois qu'ils seront ravis de rediscuter avec vous. Alors, il y a Pascal Cormery, Sophie Bonnery, le directeur général de MSA Grand Sud, Denis Ramet, qui seront ravis d'échanger avec vous là-dessus et prendre vos idées tout à fait concrètes. Écoutez, moi, je crois que si on était dans une pièce, vous seriez largement applaudis. On est un peu répartis. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur le sénateur Jean Sol, d'avoir pu participer. Jérôme Gage, merci beaucoup. C'était extrêmement enrichissant. Madame Chloé Danillon, à nouveau, merci, même si elle est sur un marché en train de faire campagne. Yves Barbe, bravo et merci. Et puis, alors, un message confus de John Billard. La SNCF l'a retenu dans un de ses wagons, bloqué et autres. Et il transmet tout son respect aux organisateurs de MSA Grand Sud, aux personnalités présentes. Et il ne manquera pas de venir vers vous. Voilà, écoutez, merci. Mon rôle s'achève ici. Grand plaisir à animer cette table ronde de grande qualité, de grand niveau. Bravo à la MSA Grand Sud de l'avoir organisée. Et je laisse maintenant la parole à Pascal Cormery, président de la Caisse centrale de la MSA, et Sophie Bonnery, présidente de la MSA Grand Sud. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci. Merci.